Et enfin, il y a ceux qui travaillent, les laboratores, artisans ou paysans qui constituent l'immense majorité de la population. Retrouvons Mac et Marjolaine au village médiéval de Saint-Sylvain d'Anjou. Ici, on a reconstitué un village typique de la fin du XIIe siècle, protégé par l'ancêtre du château fort, le château à motte. Celui-ci se compose de deux éléments. Une motte élevée sur un terrain dominant, réalisée à main d'homme avec la terre prélevée dans les fossés et surmontée d'une tour de guet en bois permettant la surveillance des abords. Le village de Saint-Sylvain d'Anjou est gouverné par un petit seigneur. Une dizaine de familles paysannes travaillent pour lui. Mac a rejoint l'une d'entre elles et participe au labour. Bon, c'est pas facile à mener une horaire, hein, Frédéric? Non, c'est pas facile, tout simplement parce qu'on a qu'une pointe en fer qui est dure à manier. Comme n'importe quel geste historique, il y a un entraînement qu'on n'a pas. Tout à fait. Et puis, il faut bien dire que c'est un outil qui est extrêmement sensible à manier, avec juste cette pointe qui navigue sur la terre et qui n'ouvre qu'un tout petit sillon finalement. Qui n'ouvre qu'un sillon. Les outils, comme cet araire, sont simples mais efficaces. À cette époque, l'agriculture connaît une véritable révolution. La vie des paysans va s'améliorer considérablement grâce à une innovation agricole venue du nord de l'Europe. Jusqu'alors, les terres étaient divisées en deux parties égales. L'une était cultivée et l'autre mise au repos, en jachère. Désormais, les terres seront divisées en trois parties au lieu de deux. Résultat, la partie en repos, en jachère, ne représente plus qu'un tiers de leurs terres au lieu de la moitié au temps de leurs grands-pères. Pour les paysans, cela représente un tiers de production en plus. Ah oui, donc c'est véritablement une explosion de la production agricole. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? On produit plus de grains, donc ça permet de nourrir plus de monde. Donc vous avez une véritable explosion démographique au XIIIe siècle. Ça permet aussi de nourrir plus de bêtes, donc d'améliorer les labours, mais aussi d'améliorer l'alimentation de la population. Ça enrichit les paysans, mais surtout les seigneurs, qui peuvent construire des châteaux, des églises. On va passer en quelques décennies du petit village avec son petit château en bois sur sa mode féodale à cette floraison de riches châteaux en pierre qu'on voit partout. Des châteaux forts, des cathédrales, un vrai enrichissement de toute la population. La révolution agricole du XIIIe siècle. Et l'on va voir dès lors les paysans se rendre en ville, vendre leur excédent au marché. L'enrichissement général favorise l'essor et le dynamisme des villes. On lance des chantiers de construction extraordinaires. Les artisans s'enrichissent et une nouvelle catégorie sociale apparaît, les bourgeois. En attendant, dans les campagnes, la paix est revenue et la révolution agricole améliore les conditions de vie. Avec 17 millions d'habitants, la France est à cette époque le territoire le plus peuplé d'Europe. 90% des Français sont des paysans. Par leur travail et les impôts qu'ils versent, ils nourrissent et enrichissent les seigneurs et les religieux. Il y a deux types de paysans. D'abord les serfs, des paysans non libres attachés à une terre qu'ils ne peuvent quitter. Leur statut est proche de celui des esclaves. Les autres, les vilains, sont libres. Ils louent leur terre à un seigneur en échange de redevances. C'est par dérision que plus tard, les nobles donneront à ce mot un sens péjoratif. En même temps qu'il fortifie son royaume, Philippe Auguste l'administre. Il crée de nouveaux fonctionnaires, les baillis, les sénéchaux et les prévôts. Ils sont chargés d'une mission de justice et de veiller aux rentrées d'impôts. C'est le début d'une administration centralisée et les réformes fiscales touchent tous les ordres de la société.
Philippe Auguste avait commencé à trouver que le clergé vivait un peu trop grassement et les avait taxés davantage, récupérer les impôts. C'est pour ça qu'il avait créé les prévôts pour récupérer les impôts, notamment auprès du clergé. Mais que mange-t-on à l'époque à la table d'un seigneur? Retour au château de Puyvert, au sud de Toulouse. C'est ici, au sommet de son donjon, que se trouve la salle des musiciens. Il s'y déroulait de somptueux banquets au son des chants des troubadours. Mais avant la fête, place à la cuisine. Vous allez voir qu'au Moyen-Âge, on sait se régaler. Bonjour Fabien. Bonjour Mac. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Nous allons faire de la cuisine à jour de poisson, à commencer par des rissoles. Fabien est un spécialiste de la cuisine médiévale. Mac va l'assister dans la préparation d'un repas seigneurial. Je vous propose, Mac, de faire une recette de poisson au verjus et à la graine de paradis. Aujourd'hui, poivre de Guinée, ça vient de Guinée, donc ça vient d'Afrique. Et donc ça transite par les Arabes, toujours une fois, qui font le commerce des épices et qui nous permet, à nos tables occidentales, d'y accéder. Les épices sont les ingrédients stars de la gastronomie du Moyen-Âge. Poivre, girofle, cannelle, muscade, gingembre, safran, entre autres, sont sur toutes les bonnes tables d'Europe. On se ruine pour se les procurer. 500 grammes de safran coûtent autant qu'un cheval. Le même poids en cannelle s'échange contre un bœuf. Quand on mange une cuisine épicée, on se rapproche de Dieu également. On est aussi toujours dans cette hiérarchie des aliments. Au XIIIe siècle, la tradition des écrits culinaires renaît. L'Apicius est un livre qui date des Romains. On y trouve une collection de recettes classées par ingrédients et par plat. Cet ouvrage est connu grâce aux copies faites au Moyen-Âge. Dans l'histoire culinaire, aucun livre de cuisine ne bénéficiera d'un tel rayonnement. Comble du raffinement, sur ce poisson frais, on verse du jus de citron. Adopté d'abord dans la cuisine arabe pour acidifier les plats, le citron est cultivé depuis le début du XIIIe siècle dans le sud de l'Europe. C'est une recette qui n'a rien à envier à la gastronomie d'aujourd'hui. Il y a une recherche évidente de la gastronomie déjà au Moyen-Âge. Sauf qu'à l'époque, elle est réservée à une élite. Au XIIIe siècle, c'est une période où les rendements augmentent, où les échanges avec l'extérieur augmentent. Et puis surtout, on aime, comme aujourd'hui, les produits qui viennent de très loin. Et oui, vous avez raison. Aujourd'hui, on voit partout du sel de l'Himalaya, du poivre du Szechuan. Donc aujourd'hui, comme au XIIIe siècle, quand on veut impressionner ses amis ou les clients de ce restaurant, eh ben on va chercher ces produits très exotiques. Ça n'a pas changé finalement. Et non. C'est donc dans le plus grand raffinement que le mariage royal est célébré en grande pompe dans la cathédrale de Sens le 27 mai 1234. Louis a 20 ans, Marguerite en a 13. Très vite, ils tombent amoureux l'un de l'autre. À Puyvert aussi, les chants des troubadours nous parlent d'amour. Fines amourettes et Dieu si ne sait quand les verrai. Marjolaine, on est dans la grande salle du château de Puyvert. On vient d'écouter ces musiciens. Ça se passe toujours comme ça, un banquet au XIIIe siècle? Oui, ça se passe vraiment comme ça. C'est un moment très important de la vie du seigneur, puisque c'est le moment où il peut se retrouver avec d'autres nobles et échanger un peu comme dans un dîner d'affaires, si vous voulez. Oui, sauf que là, il y a une grande table en U, tout le monde se fait face. C'est très codifié, le plan de table? C'est extrêmement codifié. Nous sommes ici dans ce qui s'appelle le haut bout de la table, c'est-à-dire la table haute où se trouvent les invités de marque. Nous, le seigneur qui nous reçoit et sa femme. Bonsoir, comte. Bonsoir, Mac. Sur les côtés du U, qu'on appelle les bas bouts de la table, se trouvent les invités, eh bien un peu moins importants, généralement les vassaux du seigneur. Enfin, tout le monde va manger la même chose. Eh bien, tout le monde mange la même chose, mais pas au même moment. Nous allons être servis en premier, et donc nous allons manger chaud, alors que les convives, vont manger tiède. Vous êtes donc au bon endroit. Ah, tant mieux. Là encore, contrairement aux idées reçues,
tous les convives se lavent les mains avant de manger. À cette époque, il n'y a pas de hors-d'œuvre, de plat principal ou de dessert. L'ensemble des plats est servi en même temps. Premier service, à savoir un faisan revêtu pour notre bon Seigneur, accompagné de harengs fumés aux myrtilles confites dans du miel, ainsi qu'un potage aux cèpes, divers champignons des bois et aux châtaignes. Des rissoles à jour de poisson, ainsi que des pois chiches à l'ail et au cumin. À table, on boit essentiellement du vin. On en consomme jusqu'à 3 litres par jour et par personne. Aux assiettes, on préfère souvent de grandes tranches de pain sur lesquelles sont déposés les aliments. Après les repas, ces tranches sont données aux serviteurs. Cette tradition du partage du pain s'appelle faire compin. C'est de là que sont nés les mots copain et compagnon.